Donner ton expérience. Ok, donc en fait, il y a deux exposés dans cet exposé. Je vais vous parler de ce que je connais le mieux, qui est le partage des données en astronomie. Et je vais aussi vous parler de la Research Data Alliance. Je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler d'après le premier exposé, et à laquelle je participe depuis le début et dont je pense qu'il faut savoir qu'elle existe et s'en servir pour ses propres besoins. Donc j'aime bien commencer ça, puisqu'on parle de on ne peut pas financer sur projet le partage des données, je suis sur le long terme. Moi je pars des infrastructures de recherche, probablement parce que je suis astronome, et je pars de la définition de l'European Strategic Forum for Research Infrastructures, qui est que les infrastructures de recherche sont zut, j'ai toujours du mal à traduire facilities, mais bon, des équipements, des ressources ou des services de nature unique qui ont été identifiés par les communautés de recherche européennes pour conduire des recherches au niveau le plus haut dans tous les champs scientifiques. Ça, c'est le ESFRI, donc c'est les infrastructures au sommet de l'échelle, disons, au niveau européen. Certaines sont d'ailleurs complètement internationales. Et de plus en plus, on réfléchit autour de cette notion d'infrastructure de recherche en construisant des feuilles de route. Il y a la feuille de route européenne qui est la feuille de route ESFRI, on a une feuille de route nationale aussi, et c'est très important de savoir que c'est dans tous les champs scientifiques, en particulier pour les infrastructures de données. Les SHS sont le lieu où les infrastructures de recherche au niveau européen ou national sont des infrastructures de données. Au niveau européen, on a Daria, Clarin, CESDA, en France, Humanum et Progedo. Et ça, c'est pour dire que ça concerne absolument tout le monde. Toutes les infrastructures produisent des données, certaines sont simplement des infrastructures de données. En astronomie, la notion d'infrastructure de recherche, on pense à des machins au sol et dans l'espace qui coûtent des sous, comme ça a été dit. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour nous, on est un peu de l'autre côté du changement de paradigme, on l'a effectué. Et pour nous, les données sont une des infrastructures de la recherche en astronomie. Et ça, pourquoi on l'a fait très tôt? C'est parce que c'est au cœur de notre démarche scientifique. Parce que quand on essaye de comprendre un objet qui est dans le ciel, on doit l'observer avec plusieurs méthodes différentes. Et maintenant, on regarde aussi les ondes gravitationnelles qui arrivent de l'objet. Donc, on est obligé de combiner des observations de différents instruments pour comprendre ce qui se passe. Et une bonne partie des publications, maintenant, combinent des observations différentes. On a aussi variabilité des objets à toutes sortes d'échelles. Donc, on accumule les observations pour observer la variabilité. On compare des modèles à des observations, etc. Donc, on n'est pas les seuls à avoir ce genre de contraintes scientifiques, mais disons qu'on les a prises à bras-le-corps il y a déjà longtemps. Il y a aussi le côté ça coûte cher, et en tant que je paye des impôts, et il faut optimiser le retour scientifique des investissements. Et ça existe aussi. Mais le fond de la question, c'est une question scientifique. Donc le ciel, vous avez un exemple du ciel vu à plusieurs longueurs d'onde différentes. Bon, les dessins bizarres, c'est juste parce que la couverture n'est pas complète, mais vous voyez que le ciel, il a une apparence un peu différente. Ce qu'on voit au milieu, c'est le plan de notre galaxie. Il est dans toutes les observations, mais il n'est pas tout à fait pareil, on ne voit pas le même genre de choses aux différentes longueurs d'onde. Et ce qu'il y a en bas, c'est une carte faite avec un outil développé au CDS du champ de vue des ondes gravitationnelles qui ont été observées et de ce qui se passe quand on fait du suivi avec des télescopes de ces ondes gravitationnelles. Donc nos données, c'est évidemment les données des observatoires solaires spatiaux, et les observatoires ont des archives qui sont publiques après un temps, je vous expliquerai ça je crois tout à l'heure. Les très grands relevés du ciel, on a des relevés de plus d'1 milliard d'objets avec des informations homogènes. Les bases de données à valeur ajoutée, je vais vous expliquer ce qu'on fait au CDS à Strasbourg parce que je crois que c'est intéressant. Des bases de données homogénéisées, extraites en particulier des publications, des grands relevés et aussi des données de référence des observatoires. Les données bibliographiques, nos journaux, nous les possédons, ils ne sont pas dans les mains des publishers et ça fait une différence énorme par rapport. Ils sont sur contrat chez des publishers, mais on change de publisher de temps en temps. Et la communauté les possède, et on a aussi une base de données bibliographique qui permet de faire de la bibliométrie que nous maintenons
C'est la NASA qui paye. Et il y a aussi les données de modélisation, bien sûr. Donc je vais vous parler un peu du CDS, parce que c'est le Centre de données astronomiques de Strasbourg, parce que c'est quelque chose, il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans toutes les disciplines au niveau international, donc ça vaut le coup d'en entendre parler. Il a été créé en 1972 par l'INAG, qui est devenu maintenant le CNRS-INSU, et l'Université Louis Pasteur, qui est l'Université de Strasbourg, pour collecter les données utiles sous forme électronique, les améliorer en les évaluant et les comparant, distribuer les résultats à la communauté scientifique internationale, ça c'est essentiel, et mener des recherches utilisant les données, c'est aussi essentiel. Ce n'est pas un endroit où on empile les données, c'est un endroit où on a des données qu'on crée pour faire de la recherche. C'est dans une structure de recherche de l'université, l'Observatoire astronomique. Et une autre chose extrêmement importante, c'est qu'on a une équipe complètement intégrée de chercheurs, de documentalistes et d'informaticiens. Il y a plutôt 33 personnes maintenant, et c'est un tiers, un tiers, un tiers. Ce qui est aussi important, c'est qu'on fait à la fois du big data, vous voyez nos télescopes, bon, ça mouline, mais on s'occupe aussi des données résultats qui sont validées par des publications. Donc il y a aussi du smaller data dans le jeu. Et donc il y a la page web du CDS, si vous avez envie d'y aller, tout est ouvert. Je vais vous donner un exemple de valeur ajoutée. Ça, c'est un objet astronomique. Un objet astronomique peut avoir des tas de noms selon les listes dans lesquelles on le trouve. Donc, une des choses qu'on fait dans une des bases de données du CDS, c'est d'accumuler la connaissance sur les noms d'un objet. Donc ça, c'est un exemple pour un des objets. Il y en a plein des comme ça. Là, il doit y en avoir plus maintenant, mais il y a beaucoup de noms. Donc les documentalistes spécialisés savent reconnaître qu'un nom d'objet correspond à un objet qui est déjà dans la base. Un objet. Et comme on a des outils pour identifier les noms d'objets dans les articles, ça c'est de l'information. La base contient aussi la liste de tous les articles où l'objet a été cité. On a des outils semi-automatiques, on sait où le nom d'objet apparaît dans l'article. Donc une partie de la valeur ajoutée, c'est qu'on utilise la localisation du nom d'objet dans l'article pour dire tel article est important pour cet objet. Là, ce même objet avait à peu près 3000 références. Donc il faut aider le chercheur dans son utilisation des articles. Là, si on a le nom d'objet dans le titre ou dans le résumé ou dans une légende de figure, ou si l'objet est dans une table et il y a des données associées, on le sait, et ça se retrouve dans des tables dans la base de données. Une autre de nos bases de données contient des données attachées à des articles. Beaucoup de ces données, c'est des tables, des lignes et des colonnes avec de l'information dedans. Il y a aussi des spectres, des données d'autres types, mais là, on se concentre un peu sur les tables. Ce sont donc des résultats de recherche validés par une publication. On les homogénéise au CDS, ils sont découvrables et réutilisables, et il y a à la fois les petites données attachées aux articles et les très grands relevés où il y a 1 milliard d'objets. Et on a des métadonnées suffisamment bien faites, avec des métadonnées complémentaires, pour pouvoir extraire des données, les données qui existent sur un objet, et recomposer un spectre composite avec le lien vers la source de toutes ces données. Donc notre infrastructure de données, c'est vraiment une infrastructure, elle est utilisée par tout le monde tous les jours. Si vous prenez le télescope spatial Hubble, vous avez ici en bleu les articles. On est en compétition pour avoir du temps d'observation. Sur les articles en bleu, là, c'est le nombre d'articles publiés chaque année qui viennent du temps publiés par les gens qui ont obtenu du temps d'observation dans la compétition. Et le reste, il y a des données venant de l'archive qui ont produit l'article. Donc pour les télescopes, c'est utile de rendre les données publiques parce que leur impact, dans ce cas-là, est multiplié par 2. C'est quand même intéressant quand on doit se défendre après. Donc, et rien qu'au CDS, on tourne autour de 900 000 à 1 million de requêtes par jour, et c'est une toute petite partie du paysage. Donc c'est fou quand on y pense, mais ça marche. Ça veut dire que les gens l'utilisent. Les archives sont maintenues par les archives responsables. Le coût est inclus dans le coût des instruments. On a mis les services fournissant les données en réseau sur le web dès le début du web, y compris les journaux. Et on a construit ensuite ce qu'on appelle l'Observatoire virtuel astronomique pour aller vers l'interopérabilité à la fois des données et des outils de recherche. Ça, c'est un réseau de données sur le web où par un simple clic, on parle de la base de données bibliographique pour aller vers une liste
de données accessibles soit au CDS, soit dans une archive spatiale. Et parmi les données, donc on a une table au CDS liée à l'article et on a des données de satellites ISO qui sont conservées par l'ESA. Ce qui est important de se souvenir, c'est que les standards jouent un rôle essentiel. Il faut à la fois les standards et qu'ils soient utilisés par les producteurs de données pour découvrir, accéder, réutiliser les données et les rendre interopérables. On a un point de départ qui est un format qui s'appelle FITS, qui a été créé en 1977, qui intègre à la fois les données d'observation, il y a des données, et il y a les métadonnées qui disent quand l'observation a été faite, les caractéristiques de l'instrument et tout ça, et ça permet d'avoir des données réutilisables, de partager les observations et les outils, et c'est maintenu par l'Union astronomique internationale. On avait aussi une identification des références bibliographiques avant le DOI, bien avant le DOI, qui nous a permis de faire les liens entre bases de données et journaux dès les débuts du web. L'Observatoire virtuel astronomique, c'est pour aller plus loin que ça, pour pouvoir trouver les données, y accéder et pouvoir interopérer. Donc on a créé une organisation qui s'appelle l'International Virtual Observatory Alliance, qui permet d'avoir une fine couche pour assurer l'interopérabilité. Donc je ne vais pas vous donner de détails sur l'IVOA, c'est juste, bon là c'est compliqué, il y a les standards, mais les fonctions remplies par les standards, c'est de trouver et d'accéder aux données. Et ça, donc là-dedans, il y a de la sémantique, il y a toutes sortes de choses, mais ça permet de rendre les données fair, disons. Les outils sont aussi interopérables, c'est-à-dire que quand on clique sur un point dans une image, s'il y a un spectre correspondant à ce point, on peut aller chercher un outil qui donne les spectres et ce genre de choses. Donc l'interopérabilité, c'est très puissant. Les données sont fair parce que les producteurs de données produisent des données réutilisables. En général, on a une courte période propriétaire sur les données d'observation quand on a gagné un appel d'offres et après, c'est ouvert à tout le monde. Et les gens l'acceptent parce qu'ils en profitent aussi. Et les droits des gens qui ont gagné le temps sur l'appel d'offres sont préservés. Et les développeurs de l'Observatoire virtuel, on a créé ce cadre pour trouver les données, y accéder, les faire interopérer. Et on crée aussi les outils interopérables. Donc pour conclure sur l'astronomie, nous demeurons, je pense, une discipline pionnière. On a effectué ce changement de paradigme. Les données sont là et elles sont utilisées tous les jours. Ce qui est absolument essentiel, c'est la collaboration au niveau international pour la standardisation, les liens et l'interopérabilité. Et nos standards sont réutilisés par d'autres disciplines. Donc, parmi les éléments essentiels, quand on analyse ce qui s'est passé depuis toutes ces années, en particulier avec le point de vue du CDS, la confiance des utilisateurs est essentielle pour amorcer un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il faut travailler la qualité des données tout le temps. Barenman dit le contraire de temps en temps, mais ça, c'est lié à sa discipline. Et je ne suis pas d'accord et je le dis quand il est là. La pertinence vis-à-vis des besoins de la recherche, donc il faut qu'il y ait des chercheurs impliqués là-dedans, sinon ça ne marche pas. Et il y a énormément de travail sous-jacent, mais on a 30 personnes qui servent la communauté astronomie entière au CDS. Et c'est une révolution du métier de documentaliste, avec un impact extrêmement fort. Bon, après les carrières, on en parlera un autre jour. Le partage des données scientifiques, pour prendre un peu de recul, monter encore plus haut, un sujet chaud au niveau politique, il y a des prises de position des ministres de la Recherche très fermes et très fortes, dès 2013, du G8. Après, il y a le G8, le G7, le G8 plus 5, etc. Je vous ai mis là quelque chose que j'aurais pu écrire moi, ce qu'ils ont dit en juin 2013. Donc c'est quand vous aurez les slides, vous pourrez le lire. Vous avez découvrable, accessible, accessible, intelligible, usable, and wherever possible, interoperable. Donc on peut tous acheter ça. En Europe, on a les mots-clés du commissaire Moedas, qui s'occupe de la recherche, de la science et de l'innovation. Open Science, Open Innovation, Open to the World, ça c'est 2015. Et en France, j'ai mis aussi une note sur le plan national pour la science ouverte de la semaine dernière. Construire le partage des données, on fait comment? C'est pas facile. Il y a des piliers disciplinaires. Sinon, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de données utilisables et de qualité dans le système. Il faut utiliser autant que possible des méthodes communes et construire des ponts pour permettre le partage de données à travers les frontières politiques, disciplinaires, etc. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de la Research Data Alliance.
D'abord, juste pour vous montrer que des piliers et des ponts, il y en a de toutes sortes. J'ai emprunté ça à quelqu'un dans un colloque pré-RDA en octobre 2012. Et quand on voit ça, ça fait réfléchir. Pour les gens, quand on veut fabriquer du partage de données, ça fait réellement réfléchir. Et on peut se demander où on est. Donc la RDA, fondée en mars 2013 par le gouvernement australien, la Commission européenne et la NSF des États-Unis, 7000 membres après 5 ans dans 137 pays, ça veut dire que ça répond vraiment à un besoin. C'est un travail qui vient de la base sur tous les aspects du partage des données scientifiques, c'est-à-dire les aspects aussi bien technologiques que sociologiques. Et la plupart des travaux combinent les deux. Donc je vous encourage à aller voir. C'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que c'est un forum de discussion neutre et international. Le forum en soi a une valeur énorme parce que les gens sont ensemble et puis même quand on partage un café autour d'une table, on peut revenir avec une idée pour son propre partage des données. Et il y a aussi des recommandations et des produits de la RDA. Donc ça, c'est juste pour le résumer dans un slide de l'organisation. Il y a 93 groupes qui traitent de l'interopérabilité globale des données sur des sujets extrêmement différents. Et donc, j'avais qui peut rejoindre la RDA? Ben vous. Il n'y a pas de coût associé. Et ça vous permet d'avoir toutes les informations sur la RDA. Il faut juste accepter l'ouverture, le consensus, équilibre, harmonisation, pilotage par la communauté, but non lucratif et neutralité technologique. Je pense que vous serez d'accord. Vous imaginez que c'est une entreprise complètement dingue de dire qu'on va travailler sur le partage des données, tout aspect possible du partage des données. Donc ça se caractérise par sa diversité. On couvre des thèmes extrêmement divers. Ça part de gens qui travaillent sur les domaines scientifiques, en particulier l'agriculture. L'INRA est très présente dans la RDA sur des tas de domaines. Les besoins communautaires, référencement, partage des données. Après, on descend vers les aspects technologiques. Et ce qui est aussi absolument fondamental, c'est la diversité des membres. Il y a des producteurs de données, des bibliothécaires, des chercheurs, des ingénieurs, il y a les publishers, il y a des gens des agences de financement, il y a des gens qui sont au ministère, dans les ministères. Et c'est un mélange qui est extrêmement puissant. Donc, le nœud national RDA France, pour finir, la RDA a obtenu un soutien de la Commission européenne via 3 projets européens successifs depuis 2012, excusez-moi, pas 2002, 2012. Le projet RDA Europe, 4e du nom, a commencé le 1er mars et il met en place des nœuds nationaux. Le CNRS est le contact du nœud national français. Je suis l'un des porteurs avec Francis André, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est à la DIST du CNRS. On a un email et une liste. Donc je vous invite à rejoindre la liste. Je pense que vous aurez les slides, n'est-ce pas Agnès, pour pouvoir cliquer et pas noter. Donc les objectifs et les activités, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là, de vous faire connaître la RDA, encourager la participation des Français aux activités, encourager l'utilisation des recommandations et des produits. Donc on a cette liste d'envoi, on discute avec le ministère, les organismes de recherche, les universités, les infrastructures de recherche, les communautés scientifiques. On aura une réunion annuelle au ministère le 5 décembre et on peut organiser des réunions si vous avez des besoins spécifiques et on peut participer à des réunions à la demande, Francis ou moi. Et c'est bien ce que je fais aujourd'hui. Bon, je pense que j'étais aussi là pour parler d'astronomie, donc je l'ai fait aussi. Donc vous aurez les informations factuelles sur ce slide. Et à la fin, je ne vais pas passer du temps là-dessus parce que c'est long. C'est la liste des groupes. Donc vous aurez les slides, vous pourrez aller voir ce qui se passe. Là, vous avez une des choses utiles ici, c'est la liste. Il y a une page web RDA France sur le site de la RDA. Donc si vous cliquez ici, vous irez sur une page en français qui donne accès en particulier à un exposé résumant la RDA, d'où j'ai tiré une partie de ces slides, qui est en français, et vous trouverez la liste des groupes à jour. Ça vous permettra de vous faire une idée de ce qui existe. Si vous regardez là-dedans,
Je pense que ce qu'a fait l'agriculture avec la RDA depuis le début, c'est vraiment extrêmement bien. Parce qu'ils sont arrivés en 2013 à la première réunion, ils ont créé un groupe d'intérêt agriculture et ils ont créé des groupes de travail qui travaillent sur des recommandations en tant que de besoin. Il y a les données du blé parce qu'il y avait l'International Wheat Initiative. Après, on est allé à Tokyo, il y a eu les données du riz. Ils ont développé quelque chose qui s'appelle agri-sémantique, parce qu'ils ne font pas seulement de la sémantique sur des aspects particuliers. Ça rejoint vraiment ce que tu as raconté avant, ça. Mais agri-sémantique pour réfléchir plus globalement à ce que c'est, la sémantique pour l'agriculture. Et là, on a on-farm data sharing, les données qui sont produites par les instruments qui sont sur les fermes, et Capacity Development for Agriculture Data. Donc ça donne aussi une idée de la diversité des thèmes qu'on peut gérer, qu'on peut avoir dans la RDA. Il n'y a pas d'astronomie dans la RDA parce qu'on a l'IVOA, nous, pour discuter interopérabilité. Mais si vous êtes dans des disciplines où il n'y a pas d'endroit international pour discuter de vos besoins en interopérabilité, sinon il y a des gens qui ont GEOS par exemple, mais ils ont créé un groupe qui s'appelle Global Water Information, l'information mondiale sur l'eau, qui a une contrepartie dans GEOS, donc on peut faire en tant que de besoin, travailler sur des groupes disciplinaires. À part ça, il y a des tas de groupes sur le référencement et le partage des données. Il y a des groupes qui sont... il y a par exemple un groupe qui a fait un template pour des écoles d'été sur la science des données et cloud computing, qui peut être réutilisé. Il y a un groupe sur les données de longue traîne, donc on ne s'intéresse pas seulement à la big science, qui a fait des recommandations. Il y a eu quelque chose d'extrêmement... Il y a beaucoup de groupes sur les data management plans, ça c'est en référence avec ce que tu as dit en fait. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent sur la standardisation pour exposer aussi les data management plans et les rendre évolutifs. Et il y a un groupe extrêmement important qui a mis ensemble des gens qui travaillaient sur 2 cadres de certification des centres de données, qui était l'un plus pour les sciences physiques et de la planète, qui s'appelle le World Data System, un autre qui est le Data Seal of Approval, qui était plus vers les humanités numériques. Ces 2 cadres de certification des centres de données ont été fusionnés dans un groupe de travail de la RDA, et ça a conduit à aussi un alignement des méthodes de certification. Maintenant, il y a une évaluation commune et une organisation qui s'appelle Core Trust Seal, qui fait les évaluations de centres de dépôt de données, en mettant ensemble les types de critères qui étaient un peu différents des deux organisations initiales. Donc ça, c'est un impact extrêmement important de la RDA. Là, il y a les recommandations. De nouveau, vous avez les données du blé. Vous avez ici Repository Audit and Certification, ça c'est ce qui a produit Core Trust Seal. Et il y a beaucoup d'autres recommandations qui peuvent être utiles. Il y a pour les bibliothécaires 23 Things, Libraries for Research Data, qui a été traduit en je ne sais pas combien de langues, dont le français, et ainsi de suite. Vous avez même Income Streams for Data Repositories, qui a été repris par un groupe de l'OCDE, qui a travaillé à partir des conclusions de ce groupe. Voilà, merci.